Les Grecs anciens. En voici donc une culture qui a fortement influencé la nôtre de bien des manières. C'est notamment au travers de ses essais pour comprendre les choses naturelles qui nous entourent que la science grecque a influencé plus que n'importe quelle autre avant elle notre façon de penser. Mais comment expliquer une si belle réussite ? Eh bien, il faut savoir que les penseurs grecs furent les premiers qui non seulement recueillirent et accumulèrent des observations objectives sur le monde autour d'eux, mais aussi et surtout les relièrent ensemble dans le but de mettre au point des théories leur permettant d'apporter des réponses aux mécanismes les plus étranges de notre univers, sans recourir ni à la magie, ni à la superstition. Ils purent notamment avancer les premières interprétations scientifiques rationnelles sur la place de notre planète dans l'espace, la nature des étoiles, les tremblements de terre, les crues du Nil et bien d'autres encore. Les théories que je vais aborder aujourd'hui vont peut-être vous faire sourire en raison de leur apparente naïveté. Elles ont été le fruit de longues réflexions purement philosophiques pour certaines, certes, mais il ne faut pas perdre de vue qu'elles relèvent surtout d'une véritable ébauche de démarche scientifique telle qu'on peut la concevoir aujourd'hui. Les Grecs furent les premiers philosophes de la nature à proprement parler qui énoncèrent des idées et imaginèrent des interprétations qui tenaient par elles-mêmes, sans jamais qu'il n'ait besoin d'invoquer l'intervention des dieux pour voiler les faiblesses et les obscurités de leurs explications. Évidemment, ces théories abouties ne sont pas arrivées en un jour, mais je vous propose aujourd'hui de discuter de l'une de celles qui va marquer les sciences pour des siècles et des siècles. Bienvenue sur la chaîne Cogito Ergo Sum, et aujourd'hui ensemble nous allons aborder le concept des 4 éléments, l'eau, le feu, l'air et la terre, comme constituants essentiels de la matière, les premières briques élémentaires. Quel est le constituant élémentaire de la matière? De quoi est fait toute chose et quelle est l'origine de notre univers? Voici des questions auxquelles les cultures humaines ont toutes voulu répondre en leur temps. Bien souvent, les réponses invoquaient des concepts mystiques, une création du monde pensée, réalisée et organisée par la bonne volonté de Dieu au pouvoir incommensurable. Mais dès le VIe siècle avant Jésus-Christ, les Grecs furent les premiers à proposer une série d'explications physiques de la matière et donc de la constitution de l'univers. Le premier penseur à s'y intéresser se nomme Thalès de Milet. Ce célèbre mathématicien sortit de ses réflexions l'idée que l'eau serait le constituant à la base de toute chose en apparaissant sous différentes formes. Soit par évaporation, soit par condensation, l'eau pourrait ainsi exprimer tous les états connus de la matière, les solides, les liquides et les gaz. Thalès reconnaît dans l'eau un élément essentiel à la vie, et conçoit la Terre comme un disque plat, flottant sur une immense étendue d'eau. Vous trouvez ça fantasque? Mais imaginez que vous ayez assisté aux prodigieuses crues du Nil venant fertiliser régulièrement de gigantesques parcelles de terres arides. Alors, sans doute cette proposition expliquant la provenance de tant d'eau vous aurait peut-être paru être une proposition logique et rationnelle sans les connaissances que vous possédez aujourd'hui. Avec cette théorie, Thalès explique également scientifiquement l'existence de tremblements de terre. Tremblements de terre qu'il désignait comme étant la conséquence d'éruptions d'eau chaude dans les océans environnant la Terre. Des éruptions alors responsables de l'ébranlement de la Terre flottante et donc de l'existence de tremblements de terre. Thalès a donc émis avec sa théorie de l'eau comme seul constituant élémentaire l'une des premières explications naturelles sur des phénomènes jusqu'ici considérés comme surnaturels et ayant jusque-là comme seule origine l'unique volonté des dieux. À la même période, Anaximandre de Milet s'accorde avec Thalès pour dire que le monde est constitué d'un seul élément de base. Il admet également l'importance de l'eau comme constituant essentiel à la vie une fois qu'elle est activée par la lumière du soleil, mais contrairement à Thalès, il ne croit pas qu'elle puisse constituer un élément de base pour tout. Il lui préfère un autre élément qu'il nomme apeiron, qui signifie illimité, indéfini et indéterminé. L'apeiron est inaccessible à nos sens, mais il doit exister puisque c'est le principe de tout ce qui existe. Pour Anaximandre, l'apeiron a été dispersé à l'origine des temps dans une infinité d'univers en rotation. La Terre, selon Anaximandre, est donc formée des matériaux les plus lourds qui se sont concentrés au centre d'un des univers qu'il décrit, alors que le feu et l'air sont restés en périphérie et ont formé les astres célestes. Il fait du Soleil et de la Lune des cylindres de feu entourés d'air desquels on ne verrait que le fond.
Cette vision des choses permettait d'expliquer les phases de la Lune qui seraient plus ou moins visibles en fonction de notre position par rapport au cylindre lunaire. Cette théorie permettait également d'apporter une explication convaincante aux éclipses solaires. Comme bien souvent à cette époque, la connaissance se transmet oralement ou bien au travers de textes que seuls peu d'érudits sont capables de lire et de comprendre. Les élèves d'un philosophe sont alors les mieux placés pour défendre et enrichir les pensées de leur maître. C'est en particulier le cas d'Anaximène de Milet, élève supposé d'Anaximandre de Milet, dont la vision du cosmos s'est avérée très proche de celle de son maître. Anaximène remarque dans ses études les phénomènes de raréfaction et de condensation de l'air. Si l'air se répartit librement autour de nous, il occupe tout l'espace et est invisible. Mais lorsqu'il se condense, il devient de l'eau, et lorsqu'il est chauffé, il se transforme en feu. Il en déduit donc, comme Anaximandre, qu'il existe bien une substance fondamentale qui s'étend à l'infini et qui est la source de la terre et des cieux. Mais pour Anaximène, c'est l'air qui doit jouer ce rôle. En particulier, le souffle est identifié à l'âme, et c'est donc le souffle, l'air qui nous constitue, qui maintient la cohésion du corps physique de l'homme. Cette logique explique qu'à notre mort, lorsque nous rendons notre dernier souffle, notre corps n'est plus maintenu et nous redevenons progressivement poussière. Anaximène croyait que l'univers dans son ensemble respirait et qu'ainsi il était l'âme de toute chose. Dernier des penseurs grecs à croire à l'existence d'un élément unique constituant la matière, Héraclite d'Éphèse suggère à son tour que selon lui c'est le feu qui est le principe de toute chose. En effet, il remarque que le feu peut tout consumer, et qu'il transforme la matière jusqu'à ce qu'elle devienne elle-même du feu. A contrario, lorsqu'il est absent, les substances peuvent se condenser et se solidifier. Le feu est pour Héraclite l'agent du changement par excellence, la réalité du mouvement et ainsi l'état initial et final du cosmos. Allons, et voici il y a dans ce que je dis quelques formes omises. Le soleil, brillante source de toute chaleur, l'éther, épandu que baignent les blanches lueurs, la pluie, sombre et froide entre toutes choses, la terre d'où provient tout ce qui est solide et pesant. Dans la haine, ils sont tous isolés et défigurés, mais l'amour les réunit par un désir réciproque. C'est d'eux que se forme tout ce qui a été, est ou sera jamais, que poussent les arbres, les hommes et les femmes, les bêtes, les oiseaux, les poissons que l'eau nourrit. Tous ces êtres sont ces mêmes choses, qui circulent au travers les unes des autres, apparaissent sous divers aspects que la dissociation fait varier. Voici les mots d'Empédocle, né en -490 à Acragas, aujourd'hui Agrigente, sur la côte sud de la Sicile. Empédocle était avant tout un poète, et c'est par des transmissions orales successives que nous sont parvenues ses réflexions sur le monde. Il s'inspire des théories des penseurs qui l'ont précédé pour affirmer que le monde n'est pas fait d'un seul élément à la base de tout, mais plutôt de 4 éléments. Le feu, l'éther, l'eau et la terre. Chaque élément possède ses propres caractéristiques, et toute substance matérielle est faite de la combinaison des 4 éléments dans des proportions différentes. Ainsi, un morceau de bois contient l'élément terre, puisqu'il est lourd et solide. L'élément eau, puisque l'on voit de l'eau s'échapper du bois quand il est chauffé. Il contient également de l'éther, car il dégage de la fumée lorsqu'il brûle, de même que du feu, car il peut être la source de flammes. D'après Empédocle, la différence entre deux types de bois vient simplement d'une proportion différente des 4 éléments. Le penseur décrit l'existence de 2 forces qui n'ont rien à envier à nos considérations modernes sur les forces entre atomes. Elles viennent accompagner sa théorie des 4 éléments et permettent soit de lier les éléments les uns aux autres, soit de les séparer. Il y a la haine, qui constitue une force de répulsion, et l'amour, qui correspond à une force d'attraction. Avec sa théorie des 4 éléments, le philosophe vient de marquer les sciences pour les siècles à venir. Il ira même jusqu'à énoncer un message très proche du « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Il n'y a pas de naissance d'aucune des choses mortelles. Il n'y a pas de fin par la mort funeste. Il n'y a que mélange et dissociation de mélange. À l'évidence, dans le domaine de la pensée chimique, Lavoisier et ses contemporains ont été bien inspirés. Pour Empédocle, l'univers s'est formé en 4 étapes. À l'origine, tous les éléments étaient mêlés à l'intérieur d'un univers sphérique, puis ils se séparèrent de plus en plus par la seule force de la haine.
La troisième étape est celle de la séparation totale des éléments, avant que finalement tous les éléments se recombinent de nouveau pour former la matière, grâce à la force de l'amour. Impossible de ne pas voir dans cette théorie une lointaine ancêtre de la future théorie du Big Bang. Finalement, notre monde, d'après l'interprétation que firent les Grecs des réflexions d'Empédocle, serait constitué d'une série de sphères emboîtées les unes dans les autres. Au centre se situe la Terre, puis le ciel, et enfin une enveloppe de cristal sur laquelle sont fixées les étoiles qui sont toutes vues, à juste titre, comme des boules de feu incandescentes. Empédocle avait également raison lorsqu'il considérait que la Lune ne faisait que réfléchir le feu de la lumière du jour. Par analogie, il pensait également que le Soleil ne faisait que recevoir la lumière du jour, réfléchie par la Terre. Mais sur ce point, il s'égarait. Toutes les théories fondatrices d'Empédocle ne seront que très peu remises en cause par ses successeurs. Elles seront même énormément développées par Platon, puis largement diffusées par Aristote. Empédocle était un poète, et un prophète à qui les dieux auraient révélé les 4 éléments à la base de la conception de notre monde. Le feu, l'éther, l'eau et la terre. Sa théorie des éléments va fortement marquer les Grecs, et son principe va donc très peu évoluer. On remarque simplement une disparition progressive de la mention de l'éther, qui sera vite remplacée par l'air. Les 4 éléments devenant au IVe siècle avant Jésus-Christ, le feu, l'air, l'eau et la terre. C'est à cette même période que Platon va largement développer la théorie en lui apportant une approche plus scientifique, notamment au travers de la géométrie. Dans un premier temps, il choisit de rompre radicalement avec la vision grecque commune d'anciens dieux réfugiés sur l'Olympe, et leur préfère le concept d'un dieu unique, architecte et père de l'univers. Ce serait ce dieu qui détiendrait la vraie vérité sur le monde qui, d'après Platon, est caché aux hommes. Le seul espoir pour l'humanité de découvrir la vérité sur son monde est de pratiquer les sciences, les mathématiques, la géométrie. Parce que oui, comme le pensait Pythagore avant lui, le dieu de Platon est géomètre et mathématicien, et c'est avec des briques élémentaires de feu, d'air, d'eau et de terre qu'il aurait bâti l'univers. Il est donc normal pour Platon que le dieu qu'il imagine soit particulièrement sensible au nombre et aux figures aux proportions idéales. Dans les mathématiques grecques, il y a en effet des symboles très forts. Le chiffre 3, par exemple, est particulièrement apprécié. Il en est donc de même pour les figures triangulaires aux 3 côtés. 2 triangles en particulier possèdent des proportions très recherchées. Il y a le triangle rectangle isocèle, avec ses côtés égaux et son angle droit, partie d'un carré divisé par sa diagonale. Mais le plus beau de tous est sans conteste le triangle équilatéral. 3 côtés, 3 angles égaux et une multitude de propriétés uniques sur sa hauteur, son hypoténuse, ses symétries. C'est à ce triangle que Platon attribue donc la beauté suprême. La matière doit donc être formée de ces figures. Et c'est à ce moment que je dois vous introduire les solides de Platon. En mathématiques, on appelle solides de Platon tous les polyèdres réguliers. Les polyèdres sont simplement des solides en 3 dimensions dont les faces sont des polygones. Par exemple, tous ces solides sont des polyèdres. Et les polyèdres réguliers sont des polyèdres particuliers qui possèdent des faces parfaitement identiques. On dit que la première personne à avoir travaillé sur ces solides n'est autre que Pythagore lui-même qui y voyait une expression de la perfection absolue. Étonnamment, il n'existe que 5 polyèdres réguliers, et donc 5 solides de Platon. 3 sont formés à partir des triangles équilatéraux, le tétraèdre qui n'est autre qu'une pyramide à 4 faces triangulaires, l'octaèdre à 8 faces, et l'icosaèdre à 20 faces. Si l'on essaye maintenant de construire un solide de Platon avec seulement des carrés, on obtient le 4e solide de Platon, l'hexaèdre, mieux connu sous le nom de cube. Le dernier, celui auquel est attribué le plus de beauté, de mysticisme et de pouvoir, est le dodécaèdre, solide de Platon composé de 12 pentagones. Le pentagone est une figure fortement appréciée depuis Pythagore car faisant intervenir le nombre d'or. Nombre d'or qu'il conviendrait de traiter dans une vidéo à part entière. Platon va ainsi venir associer à chaque élément son solide de Platon. Il dit « Celui qui a le moins grand nombre de bases doit nécessairement être le plus mobile, le plus tranchant et le plus aigu de tous.
mais aussi le plus léger. Le tétraèdre sera donc la forme du feu. En suivant cette logique, il attribue ensuite l'octaèdre à l'air. Pour l'eau, il choisit le solide le plus proche géométriquement de la sphère, mobile, capable de glisser facilement. Ce sera l'icosaèdre. Finalement, d'après ses propres mots, donnons à la Terre la figure cubique. En effet, des 4 genres, la Terre est la plus stable. De tous les corps, c'est le plus facile à modeler. Et tel devrait être nécessairement celui qui a les bases les plus sûres. Platon nous dit de nous représenter ces 4 corps comme des éléments tellement petits qu'il nous serait impossible de les distinguer à l'œil nu. Par contre, en se réunissant en très grand nombre, leur masse devient progressivement visible et forme tous les objets de notre monde. Il prévoit même un début de réaction chimique entre chaque élément que l'on peut comprendre grâce à leurs formes géométriques respectives. Par exemple, si le feu est rompu en morceaux, alors de 2 éléments feu peut être créé un élément air. En effet, les 8 faces d'un octaèdre peuvent être obtenues grâce aux 2 fois 4 faces de 2 tétraèdres. De la même manière, en brisant 2 corps et demi d'air, on peut reconstruire un corps d'eau. Si l'on réfléchit à la logique scientifique cachée derrière cette dernière affirmation, la proposition n'est pas si hasardeuse que l'on pourrait le croire au premier abord. Elle vient simplement de la constatation que l'eau devient air sous l'effet du feu, puis que l'élément air se condense pour redevenir élément eau. Vraiment très astucieux, mais qu'en est-il du 5e solide de Platon, le dodécaèdre ? Eh bien, les Grecs considéraient les propriétés des pentagones tellement incroyables qu'ils voyaient le dodécaèdre comme un objet purement divin. Platon lui avait réservé une place très particulière dans sa théorie des éléments. Écoutons-le. Il restait une seule et dernière combinaison. Dieu s'en est servi pour tracer le plan de l'univers. Ainsi donc, le dodécaèdre prend une forme pleine d'ambiguïté. Il est selon certains l'esprit pensant, la force vitale, l'énergie motrice, ou tout autre concept qui illustrerait l'animation de la matière. Le dodécaèdre, c'est le symbole du 5e élément, de la 5e essence, de la quintessence. Il est l'éther qui n'avait pas totalement disparu, et qui est vu par Platon comme l'élément qui occupe l'espace laissé par les autres éléments dans l'univers, entre les étoiles. Cette 5e essence, l'éther, on la retrouvera à bien des moments dans l'histoire des sciences, lorsque les philosophes de la nature, les scientifiques, les chimistes, les physiciens ne sauront plus nommer l'inexplicable. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez un like, partagez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également partager vos ressentis et vos réflexions sur ce contenu directement avec moi dans l'espace commentaire. J'aimerais consacrer ma prochaine vidéo aux premières théories grecques sur la vision atomiste de la matière, donc pareil, si ça vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Cette vidéo, c'est aussi l'occasion pour moi de vous présenter une excellente chaîne de vulgarisation scientifique. Cette chaîne, c'est la chaîne Boneless Archéologie, présentée par l'excellente Jennifer Karner. Si vous ne la connaissez pas, je sais vraiment pas ce que vous faites encore ici. Allez-y, foncez-y les yeux fermés. Vous trouverez sur cette chaîne un contenu d'une rare qualité, présenté avec beaucoup d'humour et surtout passion. Et en plus, c'est délicieusement glauque, donc de quoi ravir votre curiosité sur la préhistoire et ses rites mortuaires. Le lien vers la chaîne est dans la description. Merci d'être resté jusqu'au bout, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires des sciences sur la chaîne Cogito Ergo Sum.